Bonjour, aujourd'hui, l'affaire Dreyfus, deuxième partie, 12 juillet 1906, il y a 100 ans, la réhabilitation. Le mensonge a ceci contre lui qu'il ne peut pas durer toujours, tandis que la vérité a l'éternité pour elle. Émile Zola. d'histoire. Il y a 100 ans, en juillet 1906, Alfred Dreyfus était décoré de la Légion d'honneur, tout près de la cour de l'école militaire, où il avait été dégradé 12 ans plus tôt. 12 ans pendant lesquels il avait été accusé, calomnié, enfermé au bagne, avant que soit reconnue son innocence. 12 ans aussi pendant lesquels les Français se sont divisés, comme ils l'ont rarement été dans leur histoire. 12 ans avant que la vérité l'emporte sur les mensonges des plus hauts responsables de l'armée et de l'État, dénoncés par Émile Zola, quand le 13 janvier 1898, 4 ans après la condamnation de Dreyfus, il signait dans le journal L'Aurore l'article le plus célèbre de l'histoire de la presse. J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Desbois-d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. J'accuse. Voilà le titre, en caractère d'affiche, sur toute la première page. On tire à 300 000. Jean-Denis Bredin et Vincent Duclerc, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film d'Yves Boisset, l'affaire Dreyfus. Émile Zola, dans les bureaux de l'Aurore, lisant l'article que le journal allait publier le lendemain, 13 janvier 1898, de tous les rebondissements, de tous les grands moments de cette affaire dont nous avons commencé à parler hier et qui a duré 12 ans. C'est peut-être le plus important, un tournant, Jean-Denis Bredin. C'est celui peut-être qui est entré dans la mémoire collective de la plus forte manière. C'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire. Zola, qui avait toujours détesté l'injustice, mais qui ne s'était pas mobilisé dans l'affaire, le soir de la dégradation de Dreyfus, il dînait chez Alphonse Daudet, avec Léon Daudet, qui devait faire le lendemain un article terrifiant. Et puis, peu à peu, il s'y est intéressé, notamment par Bernard Lazare et quelques autres, et il s'est mobilisé comme il était capable de se mobiliser, avec une force, une fermeté et un talent extraordinaire, et il a été proposé cet article à Georges Clemenceau. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans cet article, c'est qu'il demande à être poursuivi. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'il veut son procès à lui, les risques qu'il va prendre, et Dieu sait qu'il n'est pas fait pour affronter la justice, Zola, mais les risques qu'il veut prendre pour qu'il y ait enfin un procès, et un procès devant une justice civile. En plus. Alors, il met son talent, parce qu'il a une renommée considérable, et il le met au service d'une cause, mais on l'oublie aujourd'hui, parce que tout le monde dit c'est formidable ce qu'il a fait, mais à l'époque, il prend des risques considérables. Il est encore, et ils sont encore, tous ceux qui soutiennent Dreyfus, assez minoritaire. C'est le début d'ailleurs de ce qu'on a appelé les intellectuels, le mot de cette époque, et de l'engagement d'un certain nombre de grands écrivains ou d'artistes dans la politique, Vincent Duclerc. Effectivement, le lendemain de l'apparition de J'accuse, le 14 janvier, dans le journal Le Siècle et dans l'Aurore, apparaissent donc des signataires prestigieux, bien sûr Émile Zola, Anatole France, Émile Duclos, le directeur de l'Institut Pasteur, une série de jeunes agrégés, et c'est vrai que cette mobilisation donc va être dénommée par Clemenceau dans l'Aurore quelques jours plus tard, là, la pétition des intellectuels. Il parle des intellectuels, d'une collectivité. Je crois que bien sûr nous avons Voltaire, Spinoza, Victor Hugo qui ont été des intellectuels, mais
je veux dire, ils étaient seuls. Là, on a véritablement une catégorie, une posture. Ce sont finalement des gens qui ont une réputation donc scientifique, artistique, littéraire, et qui mettent cette réputation au service de la défense des droits du citoyen. Alors pas tous, parce que quand même parmi ces écrivains, ces artistes, il y en a aussi qui prennent parti contre Dreyfus, ce qu'on appellera les anti-Dreyfusards. Alors du côté de Dreyfus, avec les Dreyfusards, il y a Jaurès, il y a Péguy, il y a Blum, il y a Proust déjà, Anatole France, mais aussi en face, il y a une ligue de la patrie française qui se forme avec Barrès, Jules Verne, Mistral, Heredia, Pierre-Louis. Il y a même des peintres aussi renommés que Cézanne, que Degas, que Renoir, Toulouse-Lautrec, Rodin lui-même qui prend parti contre Dreyfus. La France se divise, et alors elle va se diviser encore plus lorsque se produit, quelques jours après l'article de l'Aurore, ce procès que Zola voulait, vous l'avez dit, qu'il souhaitait, et qui se produit donc, qui s'ouvre le 7 février 1898 dans une atmosphère très tendue. Dreyfus est innocent, et je n'ai pour moi que l'idée, un idéal de vérité et de justice. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur. À la majorité des jurés, l'accusé est reconnu coupable. Émile Zola est condamné à 1 an de prison et à 3000 francs d'amende. Ce procès de Zola a été aussi un grand moment de l'affaire, quelques jours après son article de l'Aurore, condamné quand même. Certes, la peine n'est pas lourde, bien sûr, mais enfin, elle était très symbolique, Jean-Denis Bredin. Et Zola subira quelque chose que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui. Il sera obligé, sur le conseil de quelques amis, de quitter la France, d'aller à Londres. Il ne connaissait pas Londres, il ne parlait pas l'anglais, de se réfugier sous un faux nom. C'est quand même un grand courage d'intellectuel. Il est vrai qu'il avait été toute sa vie très courageux. Et puis d'attendre, et il aura, à ce moment-là, il pourra penser qu'il avait sacrifié sa vie, en tout cas sa carrière. Il rentrera dans les événements que nous verrons ensuite. Alors il faudra attendre longtemps, parce que s'il mobilise l'opinion, si les partisans de Dreyfus, les Dreyfusards qui veulent une révision du procès sont de plus en plus nombreux, rien n'avance, parce que aucune preuve de l'innocence de Dreyfus n'a été apportée encore, Vincent Duclercq. En fait, l'affaire patine, même si l'opinion est de plus en plus mobilisée en faveur de Dreyfus. Oui, l'affaire patine, je veux dire, les choses commencent à grandir. Il faut peut-être dire simplement qu'à l'étranger, il y a une mobilisation extraordinaire pour Émile Zola, pour Alfred Dreyfus. Donc ça, c'est un point capital. La France est de plus en plus isolée dans une espèce de repli nationaliste. Et le deuxième point, c'est que le procès Zola, qui était un procès, ouvert, a permis de révéler toute une série d'éléments, et notamment l'état-major, des responsables de l'état-major vont au procès Zola dire qu'il y a une preuve écrasante de la culpabilité de Dreyfus. Et en fait, on a effectivement là l'idée que des faux existent donc à l'état-major. Jaurès, par exemple, pendant l'été, démontre que il ne peut pas y avoir ces preuves accablantes, car Dreyfus est innocent. Il y a toute une série d'enquêtes qui se mettent en place. Alors, cette preuve accablante, c'est justement un faux, mais personne à l'époque ne le sait. C'est une lettre qui porterait, contrairement au bordereau d'il y a 4 ans, qui porterait nommément le nom de Dreyfus et qui serait accablante pour lui, je crois. C'est ça, Vincent Duclercq? Alors, c'est donc l'un des agents des services de renseignement qui a suivi toute l'affaire, qui a été lié au dossier secret, et qui justement, voyant que la vérité va sortir parce que le travail des Dreyfusards est intense, parce que quand même le colonel Picard est là pour témoigner aussi de l'innocence de Dreyfus, décide au début du mois de novembre 1896 de réaliser chez lui donc une fausse lettre de l'attaché militaire italien écrivant à l'attaché militaire allemand, parce que les deux hommes étaient complices dans les actions d'espionnage, et indiquant que, mentionnant le fait qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Et donc,
effectivement, le nom de Dreyfus est présent. Sauf que c'est un faux grossier. Et lorsque le ministre de la Guerre, donc Cavaignac, commence d'abord par lire ce faux à la Chambre, donc croyant que c'est une vraie preuve, il l'a découvert quand il est arrivé au ministère, eh bien son officier d'ordonnance examine l'original, découvre qu'on a affaire à un faux, parce qu'en fait c'est deux morceaux de vraies lettres, et puis au centre, eh bien c'est un faux document copié sur un papier qui n'est même pas équivalent au papier de la lettre originale. On se croirait dans l'affaire Clickstream. Oui, alors ça effectivement, c'est enfin disons que oui. En tout cas, surtout, enfin, c'est là où on voit que c'est un des éléments d'une énorme conspiration. Et en fait, donc, le ministre qui est relativement légaliste, qui quand même ne veut pas que son action soit entachée par, effectivement, la production de faux, convoque donc le commandant Henry, le lieutenant-colonel Henry, qui a fait des aveux et il reconnaît qu'il a écrit ce faux document. Et Henry est arrêté donc le 31 août au Mont-Valérien. Il va se suicider. Alors là, évidemment, scandale énorme. Voilà que, effectivement, on se rend compte que c'est sur un faux et peut-être sur d'autres faux qu'a été accusé Dreyfus en 1894. Ça ne désarme pas d'ailleurs l'agressivité des anti-Dreyfusards. Maurras, par exemple, alors que Henry a avoué qu'il avait écrit un faux avant de se suicider, eh bien Maurras dit oui, mais il est merveilleux ce Henry, c'est un faux patriotique. Et c'est fabuleux parce qu'on s'enferme dans les deux camps dans ces certitudes. Et se lance une immense souscription pour la veuve du colonel Henry, dans lequel chacun vient donner de l'argent en affirmant son antisémitisme, l'un dit pour retirer un juif, l'autre pour les découper, l'autre pour les exiler. Je veux dire, au contraire, on va en faire... En fait, Henry a été sacrifié par les Juifs, ça va être la thèse de Maurras, mais pas seulement de Maurras. L'action française, de l'action française. Il a été sacrifié par les Juifs et il faut défendre la mémoire d'Henry. Alors, cela dit, malgré Maurras, il est évident que la révision du procès semble absolument inévitable. Et là, brusquement, eh bien, on va apprendre au capitaine Dreyfus, dont on n'a pas parlé nous-mêmes, parce que pendant 4 ans, plus personne n'y pense. D'ailleurs, Dreyfus lui-même, dans son île du diable, il y est depuis 4 ans, n'est au courant de rien de ce qui se passe en France, Vincent Duclerc. Il est au courant de rien, notamment, et ça c'est un point important, c'est qu'il lui est interdit de parler à ses gardiens. C'est un homme qui pendant 4 ans ne va pas parler. Donc ça permet aussi aux auditeurs de se rendre compte des processus de déshumanisation qu'il subit sur l'île du diable. Il est aussi, donc à partir de novembre 96, mis pendant plusieurs mois, la nuit au fer, c'est la torture de la double boucle. Et de ce point de vue-là, il faut effectivement insister sur cette capacité de résistance du capitaine Dreyfus au bagne. Et un calvaire qui va s'arrêter lorsque le 15 novembre 1898, eh bien Dreyfus reçoit des nouvelles de son affaire. Capitaine, j'ai une communication officielle à vous faire. Veuillez faire connaître immédiatement au capitaine Dreyfus dispositif cassation ainsi conçu. Cassation ? La Cour casse et annule le jugement rendu le 22 décembre 1894 contre Alfred Dreyfus par le premier Conseil de guerre. Vous vous rendez compte, capitaine ? Je n'avais jamais douté de l'armée, de la justice de mon pays. En vertu de cet arrêt, le capitaine Dreyfus cesse d'être soumis au régime de déportation, devient simple prévenu, est replacé dans son grade, peut reprendre son uniforme. Et Dreyfus va entrer en France le 1er juillet 1899 pour la révision de son procès. Jean-Denis Bredin, comment ça s'est passé Oui, alors ce qu'il faut peut-être préciser par un très léger retour en arrière, c'est que les manœuvres contre tous les Dreyfusards étaient telles que la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait été dessaisie par une loi, parce qu'on redoutait qu'elle prononce la révision. Et on avait transféré l'affaire aux chambres réunies qui avaient quand même prononcé la révision et par conséquent Dreyfus rentrait pour être jugé par un nouveau conseil de guerre, c'est-à-dire par le conseil de guerre de Rennes. En 1899, dans une atmosphère absolument insensée, parce que là, les anti-Dreyfusards qui ne voulaient absolument pas entendre parler de révision se manifestent violemment, brutalement. Le président de la République, Émile Loubet, est agressé à coups de canne, je crois, à Longchamp. Un avocat de Dreyfus, Laborie, échappe de peu à un attentat. Enfin, il y a une atmosphère absolument insensée autour de ce procès. Et alors, un procès... Une atmosphère entièrement passionnelle en même temps. Quand on lit tous les articles qui ont été publiés,
publié. Tous les grands journalistes sont là. Tous les hommes politiques ou beaucoup d'hommes politiques viennent, et c'est un procès qui est entièrement passionnel et dans lequel Dreyfus va apparaître tel qu'il était, c'est-à-dire un homme qui à la fois dit la vérité, qui parle peu, qui ne sait pas parler, je vais dire, au-delà de ce qu'il veut dire. Dreyfus sera très digne, profondément digne. Cet homme qui n'a pas 40 ans en paraît 60, tant il a souffert à l'île du Diable, et le procès se déroule dans des conditions qui vont le conduire à la condamnation. Alors justement, une conclusion de ce deuxième procès dont on attendait beaucoup, la réhabilitation de Dreyfus, l'acquittement de Dreyfus, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il est à nouveau condamné à 10 ans de prison avec circonstances atténuantes, ce qui d'ailleurs a fait sourire Dreyfus en disant, enfin sourire s'il pouvait sourire, je vois pas comment est-ce qu'on peut être un traître avec des circonstances atténuantes, et il est quand même condamné. Vincent Duclercq, ça peut paraître étonnant, au fond, le tribunal militaire récidive en quelque sorte, même si la peine est moins lourde. La peine est moins lourde et 2 des 7 juges dont le président vote l'acquittement. Je crois que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à Rennes, c'est vraiment un procès monstrueux. C'est-à-dire que vous avez tous les anciens ministres de la guerre, tous les responsables de l'état-major qui viennent charger Dreyfus de manière incroyable, et en face, le conseil de guerre ne réagit pas, et c'est un procès qui est tenu par les accusateurs. Et le résultat, quand même, c'est aussi, d'une certaine manière, du point de vue aussi de ces 2 juges qui votent l'acquittement, la volonté de s'opposer à cette raison d'État. Mais bien évidemment, surtout à l'étranger et dans une partie de la France, ce verdict, c'est un véritable scandale. D'où la nécessité absolue de trouver une issue que le gouvernement Valdez-Rousseau donc va assumer. L'issue, puisqu'il a 10 ans de prison, il devrait encore en faire de la prison, c'est la grâce. Et là se pose un cas de conscience, parce que les partisans de Dreyfus lui-même se dit, mais la grâce, si je l'accepte, ça veut dire qu'au fond, je reconnais ma culpabilité, et il accepte quand même. D'autant que ça l'obligeait à retirer le recours en révision qu'il avait formé, qui d'ailleurs n'avait aucune espèce de chance d'aboutir, mais ça l'obligeait à retirer un recours. Et là, il y a eu un vrai drame, c'est que Mathieu Dreyfus, quand il le voit, son frère va le voir, et il se dit, il ne survivra pas. Il ne survivra pas. D'abord, s'il repart à l'île du Diable, c'est épouvantable. S'il y a une seconde dégradation, n'en parlons pas, il ne vivra pas. L'état même physique et mental de Dreyfus ne lui permettait pas. Alors, on le persuadera d'accepter la grâce, et il y a une réunion formidable qui se tient chez Mirand, qui était à l'époque ministre du Commerce, dans lequel on prendra la décision de le supplier d'accepter sa grâce, tout en proclamant son innocence et tout en continuant, bien entendu, son combat pour la proclamation de son innocence. Alors il est gracié, il est libéré, il est enfin libre après tant d'années de prison, mais il n'est toujours pas réhabilité, et il faudra attendre 7 ans pour que le 12 juillet 1906, il y a 100 ans, la Cour de cassation casse le verdict de la Cour de Rennes du procès de 1899 et réhabilite Dreyfus, qui le 20 juillet recevait la Légion d'honneur à l'école militaire, à l'endroit même ou à côté de l'endroit où il avait été dégradé en 1894. On écoute Dreyfus, Alfred Dreyfus lui-même en 1912, 6 ans après cette réhabilitation, et parlant de ce 20 juillet 1906. 20 juillet 1906 est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les vivants avaient pu recevoir de même la récompense des souffrances endurées pour la vérité. J'étais certain qu'ils la trouveraient dans la satisfaction intime de conscience et dans l'estime que nos sacrifices leur avaient mérité de la part d'un contemporain. Car ils ne luttèrent pas seulement pour une cause particulière, mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des heures de relèvement les plus extraordinaires dont le monde était des témoins. Une de ces œuvres qui retentissent jusque dans l'avenir le plus lointain, parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose vers une ère de progrès immense pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale. Et c'était Alfred Dreyfus en 1912, le seul enregistrement de sa voix dont on dispose, et qui évoquait justement cette réhabilitation il y a 100 ans, en juillet 1906. Pourquoi avoir attendu si longtemps, Vincent Duclercq ? Il y a eu des circonstances, effectivement, la grâce, la loi d'amnistie aussi que fait voter Valdez-Rousseau, et aussi la ténacité d'un certain nombre de Dreyfusards, dont Jaurès, pour dire
on ne pourra jamais progresser dans la démocratie si Dreyfus n'est pas reconnu innocent, si la justice ne passe pas. Et ensuite, le travail de la Cour de cassation, lorsqu'elle est saisie, et là il faut insister sur le fait que la Cour de cassation savait que en cassant donc le procès de Rennes, qui était un jugement monstrueux, eh bien elle allait être attaquée. Donc elle voulait aussi fonder le droit sur la vérité, d'où une enquête considérable qui aboutit sur un arrêt exceptionnel. Je crois qu'il faut insister sur le fait que l'affaire Dreyfus est une monstruosité, c'est la face noire de la République, mais c'est aussi, une histoire qui se finit bien, qui se finit dans la gloire de la vérité et du droit. Et de ce point de vue-là, il est important de commémorer aujourd'hui cet arrêt, comme va le faire la Cour de cassation le 19 juin, elle organise un grand colloque. Mais peut-être dernier point, 2006, oui. 2006, bien sûr. Dernier point, eh bien malheureusement, l'État, le gouvernement, le Parlement ne respectent pas cet arrêt, car Dreyfus est réintégré dans l'armée, mais sans ancienneté, sa carrière est brisée et Dreyfus est obligé de quitter l'armée. Réintégré dans l'armée, donc, puis il va la quitter en 1907. Il va y revenir, il faut le rappeler. Vous le rappelez, Vincent Duclerc, dans votre livre, pendant la guerre. Il va être mobilisé pendant la guerre et puis il mourra un peu oublié en 1935. On n'a plus tellement parlé de cette affaire Dreyfus pendant longtemps et avant qu'en 1998, les plus hautes autorités de l'État reconnaissent elles-mêmes l'importance de cette affaire Dreyfus à l'occasion du 100e anniversaire du J'accuse de Zola. France Inter, Alain Passerelle, le 9 janvier 1998. France Inter. Le 13 janvier 1898, il y aura 100 ans, était publié à la une du journal L'Aurore le fameux J'accuse d'Émile Zola. À sa manière, Jacques Chirac a voulu célébrer ce centenaire par l'intermédiaire d'une lettre envoyée aux familles de l'écrivain et du capitaine Dreyfus pour leur témoigner de la reconnaissance de la France envers leurs ancêtres qui ont, dit le chef de l'État, donné tout leur sens aux valeurs de liberté, de dignité et de justice. Un demi-siècle après Vichy, poursuit même Jacques Chirac, nous savons que les forces obscures, l'intolérance, l'injustice peuvent s'insinuer jusqu'au sommet de l'État. Une déclaration qui va évidemment droit au cœur de la petite fille du capitaine Dreyfus. Elle l'a dit à Angélique Boin. Une émotion absolument considérable et la première chose que j'ai pensé, c'est que Dreyfus aurait été immensément heureux d'entendre un président de la République parler de lui de cette façon. Et c'était la petite fille du capitaine Dreyfus en janvier 1998, 100 ans après le fameux article de Zola dans l'Aurore dont nous avons parlé. Dreyfus, on l'a entendu, disait mon affaire est finie. Et à l'époque également, il y a un autre homme, un défenseur de Dreyfus, Péguy, qui en 1910 avait écrit dans notre jeunesse, plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui encore elle est d'actualité, Jean-Louis Bredin. Elle est d'actualité de plusieurs manières. D'abord, l'histoire de France permet de vérifier que l'antisémitisme n'est pas mort avec l'affaire Dreyfus. Et dans toutes les périodes... Ce qu'il y a, c'est qu'il est maintenant, quand il est ouvertement proclamé, il est condamné. Attendez, il y a eu des moments de notre histoire dans lesquels il a repris vigueur, et quand Maurras, condamné à la libération, dit c'est la revanche de Dreyfus, il dit ce qu'il veut dire. Par conséquent, il y a l'antisémitisme lui-même, et puis il y a aussi simplement l'injustice. Il y a, permettez-moi de le dire, une relation compliquée de la France avec la justice. Nous n'avons pas une relation simple, et nous pensons souvent que l'injustice est supportable pour des raisons d'exception, pour des raisons de circonstances, parce que la raison d'État l'implique, parce que la revanche l'implique, ou que sais-je, et par conséquent, l'affaire Dreyfus nous parle toujours. Il y a même une relation étonnante entre la France, les Français et leur histoire. Il y a cette affaire, si on peut l'appeler comme ça, beaucoup plus tard, d'un colonel de l'armée française qui commandait, je crois, le service historique des armées et qui avait écrit dans un journal des armées l'innocence de Dreyfus et la thèse, généralement admise par les historiens, comme si c'était une thèse parmi d'autres. On a l'impression que, ça avait fait grand bruit à l'époque, on a l'impression que franchement, il y a des gens qui sont encore prêts à considérer que Dreyfus était coupable. Non, ça peut-être pas, où il y a toujours des petits bouts de bouquins ou d'articles qui comparaissent là-dessus, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est la mentalité qui a fait qu'il fallait que Dreyfus fût coupable. Et c'est notamment l'idée que nous avions que les tribunaux militaires ne pouvaient pas se tromper. Et nous devons quand même nous souvenir aussi qu'en 1908, Clémenceau, pourtant Dreyfusard convaincu, s'opposera à la disparition des conseils de guerre, parce que l'armée était une valeur sacrée et souvent au-dessus des lois. Alors, heureusement, maintenant,
les mentalités ont changé. Vincent Duclerc? Oui, et je pense qu'il faut faire absolument œuvre de pédagogie sur la justice. Ce que dit le colonel Gaujac simplement s'oppose à l'arrêt de la Cour de cassation. Et faire œuvre de pédagogie, c'est de dire, au-delà de cet arrêt, que tout homme, tout citoyen a le droit à la justice. C'est tout à fait fondamental. Et de ce point de vue-là, si on veut aller loin dans cette commémoration de l'arrêt de révision, de l'arrêt de réhabilitation, eh bien, moi je serais favorable à ce que le capitaine Dreyfus entre au Panthéon. Parce que lorsque Dreyfus entra au Panthéon... Zola y est allé. Rappeler, oui. Mais c'est aussi un homme de justice, un combat pour la justice qui entrera au Panthéon, et ça serait effectivement un geste fort pour nos concitoyens de ma part. Merci Jean-Denis Bredin et Vincent Duclerc de nous avoir rappelé cette affaire qui passionne encore les Français et qui est d'ailleurs largement commémorée en ce moment à l'occasion du 100e anniversaire de la réhabilitation de Dreyfus, et puis aussi à travers vos livres. Jean-Denis Bredin, vous venez de rééditer 2 de vos livres, donc L'affaire et Bernard Lazare sous le titre Dreyfus à 1900. Sur Bernard Lazare, il y a un autre livre très remarquable de Philippe Auriol, oui, dont je tiens à prononcer le nom parce que c'est un livre tout à fait remarquable. Alors votre livre, lui, est édité aux éditions Fayard. Quant à vous, Vincent Duclerc, vous êtes l'auteur de 3 livres qui viennent de paraître. Dreyfus est innocent, un très beau livre illustré par de belles photos chez Larousse, et puis L'affaire Dreyfus aux éditions de la Découverte dans la collection Repères, et enfin une formidable biographie, Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote aux éditions Fayard. Vous avez également fait éditer la correspondance d'Alfred Dreyfus et de sa femme Lucie dans un livre, Écris-moi souvent, écris-moi longuement, publié aux éditions 1001 nuits. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm L'affaire Dreyfus d'Yves Boisset, édité en VHS chez France Télévisions, un film remarquable auquel je crois vous avez travaillé également, Jean-Denis Bredin. Je signale également de nombreuses manifestations à l'occasion de cet anniversaire, dont l'exposition permanente L'affaire Dreyfus, une exposition interactive et riche de plus de 10 000 pièces versées par Jeanne Dreyfus, la fille du capitaine, au musée de Bretagne de Rennes. Vous pourrez retrouver un agenda plus complet de ces manifestations, ainsi que les références, d'autres livres récemment parus sur le sujet, par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou en consultant notre site internet sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pascal Baldassari, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Une semaine qui, en raison des anniversaires, sera largement consacrée au XXe siècle. Lundi, Coluche. Vous avez la patience de me supporter. J'espère que vous avez aimé le disque et qu'il faut en faire partie de la discothèque que j'ai à la maison. Je suis journaliste, maman. L'édito des informations de 95.2 à 18h30. 2 minutes et demie par jour, ils m'ont donné. Je vous ferai remarquer, monsieur le président, que vous allez avoir du mal car j'ai des inconditionnels ici dans la salle. Ça peut changer. Ils sont venus avec des pieds. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com